Alors que la majorité des experts prédisaient la fin et la mort de la Chine et des actions chinoises, c'est à ce moment précis que celui-ci a décidé de prendre tout le monde à contre-pied. L'indice Hang Seng, porté par des valeurs comme Alibaba, vient de progresser de plus de 40% sur les 12 mois glissants. Accompagné de Marie de Rem, experte fondamentale avec Ibu, nous allons tenter de répondre à cette question. Est-ce que les actions chinoises ont encore beaucoup de potentiel pour cette année 2025? C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, mais une émission en effet un petit peu spéciale comme mon invité aujourd'hui, une émission spéciale Chine aujourd'hui comme d'habitude. Je suis obligé bien entendu de vous rappeler le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique. Vous pouvez bien entendu retrouver tous mes réseaux qui sont indiqués ici. Pensez bien sûr à activer la clochette afin de recevoir une nouvelle notification dès lors qu'on publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site du podcast de la bourse.fr, espace membre de formation continue, formation et coaching. Et bien évidemment, j'en profite également pour remercier mes partenaires qui m'accompagnent dans la création de ce contenu 100% gratuit. Et on attaque sans plus attendre avec la vidéo tant attendue, puisque c'est la vidéo sur le grand retour des actions chinoises. Et comme promis, je suis accompagné de la compétente et charmante Marie de Expert Ibu, de Ibu Expert, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis quelques temps. Comment ça va, Marie? Ça va très bien. Merci Tino. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, donc je travaille pour Ibu.expert, un site d'analyse financière fondamentale pour les particuliers. Et on a la très grande joie de travailler avec Tino depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, je suis ravie de venir chez toi aujourd'hui, Tino. J'ai amené la toute petite touche analyse technique sur Petite. Ebou et tout petit. Mais je vous ai un petit peu converti, toi un petit peu et Guillaume également qui commence à tracer. J'ai vu en cachette, il trace un peu des supports, etc. Maintenant, donc Guillaume est un analyste technique caché, effectivement. oui, c'est ça. C'est ça. De moins en moins, mais bon, quand même. Excellent. Donc dans cette vidéo, évidemment, hein, on va parler de la Chine. Alors, je vais faire une petite intro très rapide hein, pour parler un petit peu du contexte, pour expliquer pourquoi, effectivement, il y a autant de personnes qui commencent à s'intéresser de plus en plus à la Chine. La performance, évidemment, des derniers mois eh bien, pousse de plus en plus d'investisseurs vers la Chine. Et puis, on ira dans le détail. Alors, il y aura toute une partie avec des analyses fondamentales. Et il y aura quelques bonus aussi avec uniquement des analyses techniques. Donc, en introduction, très rapidement, hein, avant d'aller sur les actions, d'abord, j'aime bien toujours sur les actions européennes et américaines, j'aime bien toujours parler de la saisonnalité des marchés. Tu sais, Marie, parce que je trouve que quand même si ce ne sont que des probabilités, hein, l'objectif, c'est pas d'avoir la capacité de deviner quoi que ce soit. Mais on s'aperçoit que quand même, globalement, quand même, les marchés actions sont corrélés. Et c'est vrai que dans l'année, il y a des temps forts et des temps faibles sur cette saisonnalité. Et généralement, il est vrai que sur les actions des pays occidentaux, c'est le cas, mais c'est également le cas pour les actions chinoises. Globalement, voilà, mi-février jusqu'à fin mars, c'est plutôt un temps faible. Ça ne veut pas dire que voilà, le marché va s'effondrer chaque année, mais en tout cas, c'est généralement un temps un petit peu plus faible sur ce genre de marché-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également prévoir.
et potentiellement voir si les graphiques aussi s'alignent avec ce genre de choses. Ce qui est en revanche beaucoup plus positif, hein, c'est qu'on le voit à partir de fin mars, on a une saisonnalité qui est extrêmement favorable jusqu'à grosso modo fin juillet. Donc, finalement, cette vidéo tombe à point, puisque du coup, au moment où elle sera diffusée, nous arriverons à fin mars. Et donc, il y aura peut-être des actions que l'on va présenter qui peuvent éventuellement vous intéresser. Tout ceci dans un contexte où, bon, là, c'est sans surprise, hein, on a une consommation mondiale qui se réoriente de plus en plus vers l'Asie. Ça a été vrai ces dernières années. Ça va continuer donc pour la Chine et puis pour d'autres pays émergents. On l'a vu donc ces dernières années, hein, le PIB notamment de la Chine qui a fortement augmenté. On le voit sur ce graphique sur les pays, la progression du PIB entre 2015 et 2025, donc sur 10 ans, eh bien, on a effectivement la Chine qui est juste derrière l'Inde, qui a été le pays dont le PIB a le plus progressé, puisque on le voit ici en 5e position, l'Inde a progressé de 77% en 10 ans, le PIB de l'Inde a progressé de 77% en 10 ans, alors que celui de la Chine est à quelque chose près la progression est similaire, puisque nous sommes à 74%, là où les États-Unis, qui sont pourtant les grands leaders, hein, ne sont qu'à, entre guillemets, qu'à 28%. Toujours, bien sûr, ils sont bien évidemment toujours loin devant. Mais voilà, on voit que la dynamique, elle est quand même là. Les exportations qui devaient, on se souvient de ces grandes de ces grands discours post-Covid où on disait que bon, ben voilà, finalement, il fallait un petit peu, par rapport à la Chine, limiter un petit peu plus les exportations, etc., etc. Eh bien, on voit que, ben, en tout cas, ça n'a pas été forcément le cas dans les données qu'on a eues et la Chine est toujours évidemment un très grand pays exportateur. En 2024 et notamment sur la première partie de 2023 et tout début 2024, la majorité des experts s'accordaient à dire que c'était un petit peu le crack en Chine, que c'était peut-être même presque la fin des actions, de certaines actions chinoises, etc., le crash de l'immobilier en Chine, etc., etc. Et c'est forcément là que le marché chinois a pris la décision de prendre un petit peu tout le monde à revers et a provoqué un contre-pied fabuleux, également bien sûr porté par un certain nombre de grandes capitalisations dont on verra le détail tout à l'heure, Baidu, Alibaba surtout, etc., etc. Donc voilà, beaucoup de performances positives ces derniers mois. Et toute la question, en fait, c'est de savoir est-ce que, bien entendu, on va avoir une poursuite de ce mouvement. Alors, il y a une question qui est souvent demandée, qui revient souvent sur les réseaux, c'est comment on mesure la performance de la Chine? Parce que la Chine a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'indices qui peuvent la représenter. Alors, je vous ai fait une compile et je vais vous dire un peu ce que moi, personnellement, je regarde, puisque vous avez d'abord les indices qui sont la bourse de Schengen, donc c'est les SSE, le SSE Composite, le SSE 50 Index, le SSE 180 Index. Ça, c'est la première partie, donc c'est tout ce qui est côté, effectivement, à Shanghai. Vous avez ensuite les indices de Shenzhen, tous les SZSE, notamment, Component Index, le Shin Next Index également. Voilà, ça c'est peut-être parmi ceux qui sont, alors pas les moins connus, mais peut-être les moins utilisés, en tout cas sur les réseaux sociaux, etc. Ensuite, vous avez des indices qui regroupent les deux marchés, donc les SCI, les CSI, pardon, CSI 300, CSI 500 et CSI 1000. Donc effectivement, hein, comme le nom l'indique, en fonction de la taille, vous avez un numéro représentatif différent. Et enfin, presque enfin, vous avez donc les indices internationaux de Hong Kong, le Hang Seng, les deux Hang Seng, donc le Hang Seng Index, le HSI, très connu, et puis le China Enterprise Index, donc voilà, indice des entreprises cotées à Hong Kong. Et donc enfin, vous avez les indices spécifiques aux actions chinoises à l'international, le FTSE China A50, très connu également. Et enfin, bien entendu, le MSCI China, c'est beaucoup d'ailleurs celui qui est utilisé pour traquer pour les ETF, notamment. Donc voilà. En gros, hein, c'est les trois derniers, c'est les trois plus gros. Moi, c'est les trois que je... Pas les trois plus gros. On va dire que c'est les trois les plus couramment utilisés à titre personnel. Je regarde beaucoup, vous le savez, le Hang Seng Index, je regarde beaucoup le FTSE China 50 et bien sûr le MSCI China Index. Vous avez des compositions, effectivement, de chacun qui sont représentés par, bien entendu, les plus grosses
les plus grosses actions chinoises, hein. Donc les Alibaba, etc. Mais également voilà, le China Merchant Bank, etc. Voilà. En gros, un petit peu tout ce qui est représenté dans ces indices-là. Donc après, à vous de voir. Je vous rassure tout de suite, en termes graphiques, sur le plan graphique, sur les trois sur lesquels je viens de faire un zoom, vous avez à quelque chose près les mêmes graphes. Vous voyez, là, on voit le Hang Seng, voilà, sur des données mensuelles, qui ressemble à quelque chose près au FTSE China. Voilà, à quelque chose près. Et vous avez également voilà, le MSCI China. Vous voyez, on a des graphes qui se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a pour le coup des graphes qui sont potentiellement en retournement. Certains y verront une sorte de double creux, une tasse avec anse, peu importe. Pardon, je suis allé un petit peu vite. Mais globalement, on a pour moi effectivement des signaux quand même assez importants. Et d'ailleurs, on voit hein, le potentiel derrière, il est quand même assez élevé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Marie, que donc on s'intéresse beaucoup, mais ça date pas d'aujourd'hui, hein, avec Guillaume et toi-même. Depuis l'année dernière, déjà, quand je suis arrivé, tout de suite, on a tout de suite trouvé un point commun, c'est l'intérêt pour les actions chinoises. Et pour le coup, on a eu quelques belles réussites, c'est vrai, hein, avec notamment Alibaba, etc. Donc, on est très content. Donc voilà, donc on va passer à l'analyse des actions. Donc au niveau de l'analyse des actions, on va parler bien entendu des plus connus, hein. On va parler de Baidu, on va parler de Alibaba, on va parler de Tencent, on va parler de JD.com, on va parler de Hantasport, on va parler de Meituan, on va parler de PDD et ça, ce sera le combo analyse fondamentale, surtout analyse fondamentale et mon petit complément analyse technique. Mais comme on essaye de penser à tout le monde, pour vos demandes complémentaires sur certains graphiques, peut-être un petit peu moins quali fondamentalement, malgré tout, il y a des choses à voir. Et donc, on fera 9 actions en bonus, uniquement en analyse technique. On prendra 5 minutes à la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que pour le coup, il y aura peut-être un graphique ou deux qui vous les intéresseront. Voilà. Donc, Marie, c'est à toi. Du coup, on va passer tout de suite à l'analyse fondamentale et on va passer donc à Baidu, si tu es d'accord. Ouais, on y va. Super. Allez, Alors oui, on hop. commence par les BAT, hein, les fameuses BAT, les plus connus peut-être, les géants de la tech chinois, donc Baidu, Alibaba, Tencent. Alors commençons par Baidu. Baidu, c'est le Google chinois, hein, et notamment ils opèrent le plus gros moteur de recherche en Chine, Baidu.com. Et bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 97% de leur chiffre d'affaires en Chine. Donc c'est quand même une boîte qui est principalement chinoise. Baidu, comment ils gagnent de l'argent? Eh bien, principalement via la publicité en ligne, qui a contribué sur le dernier exercice qu'ils viennent de publier en 2024 pour environ 55% pardon, de leur chiffre d'affaires total. Ils sont les leaders du marché chinois des moteurs de recherche. Ils ont 70% du marché des moteurs de recherche. Mais il faut savoir qu'en Chine, c'est différent de ce qu'on a chez nous, parce qu'une très grosse partie du marché publicitaire va de plus en plus passer via ce qu'on appelle les super apps, qui ont été développés par de nouveaux entrants. Et Baidu a un peu loupé ce virage-là. Donc, malgré ce leadership sur les moteurs de recherche qui reste présent, hein, leur activité de publicité en ligne, qui reste, donc on l'a vu, plus de la moitié des revenus du groupe, hein, est quand même une vache à lait, et ben, cette activité est quand même en recul, notamment au dernier trimestre, parce qu'elle souffre de la concurrence de ByteDance. ByteDance, c'est Douyin, c'est le TikTok chinois, et ils ont aussi TikTok qu'on connaît nous, et notamment aussi de Tencent, dont on a parlé tout à l'heure, qui, eux, font la pub via WeChat, qui est omniprésent en Chine, qui est une super app également. Donc voilà pour la première manière de gagner de l'argent. Publicité en ligne, 55% des revenus. La deuxième, c'est le cloud, qui représente quand même, les services cloud et l'intelligence artificielle, mais donc c'est principalement le cloud et l'IA, qui reprennent donc 24% de leur chiffre d'affaires. Alors pour le cloud, ils sont numéro 4 sur le marché chinois, ils sont rentrés un peu trop tard et un peu trop lentement sur ce marché. On n'a pas leur part de marché exacte, mais je pense qu'ils sont entre 10 et 15% a priori, assez loin derrière Alibaba, Tencent et Huawei. Et sur l'IA, pour le coup, ils sont assez en avance. Ils sont numéro 1 pour les chatbots, avec un chatbot qui s'appelle Ernie, qui est donc leader en Chine, mais sur un marché qui est encore émergent. Et là encore, ils ont la concurrence de ByteDance, qui eux ont un chatbot qui s'appelle Dubao,
qui, a priori, ces derniers temps, dépasse Ernie en termes de téléchargement utilisateurs actifs. Et il y a également un chatbot qui s'appelle Kimi, qui a été créé par une startup qui est soutenue par Alibaba, qui a aussi une croissance plus rapide. Donc voilà, petit leadership sur les chatbots, mais très précaire et sur un marché où tout reste à faire. Troisième manière dont ils gagnent de l'argent que l'on connaît peut-être un peu moins, c'est le streaming vidéo avec iQIYI, qui est quand même la numéro 2 des plateformes en Chine et qui a 20% de part de marché. C'est pas hyper rentable, mais voilà, ils ont quand même une position intéressante. Et après, ils ont d'autres revenus, mais qui sont encore très émergents. Notamment, ils sont parmi les leaders du marché chinois sur la conduite autonome. C'est un peu comme l'IA, ils sont sans doute très forts, mais le marché émerge. Donc, on ne peut pas trop savoir s'ils vont l'emporter. Et notamment, ils ont une forte présence grâce à leur service Apollo Go, c'est des taxis autonomes. Et donc voilà, gros potentiel futur, mais à ce stade, ce n'est pas encore significatif dans leur vente actuelle. Maintenant, si on regarde un peu l'évolution de leur chiffre d'affaires, et ben on voit que voilà, ces dernières années, ça stagne. Pareil pour les marges. Parce que voilà, on en a parlé, hein, ils ont raté le virage de la publicité en ligne vers les super apps. Donc voilà, ils ont une érosion de leur part de marché sur ce secteur qui devrait se poursuivre. On l'a vu également, ils sont rentrés un peu trop tard, un peu trop lentement sur le marché du cloud. Et leur positionnement prometteur sur l'IA, le streaming vidéo, la conduite autonome, pour l'instant, ce ne sont pas les plus rémunérateurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit quand même que sur le plan graphique, Tino en parlera beaucoup mieux que moi, mais on voit, nous, on aime bien chez Hibou ce qu'on appelle les droits de régression. On met le cours sur, là je vous ai mis le cours en dollars parce qu'on a presque 20 ans d'historique, et on regarde un peu les variations par rapport à la droite rouge qui représente un peu la valorisation fondamentale de la boîte. Et on voit qu'on a une décote qui est quand même assez attractive. Sur le plan du PER, on est aujourd'hui à 8,6 fois 2025, 8 fois 2026. Alors, on ne remontera sans doute pas au niveau historique parce que les belles années du groupe, en tout cas dans le business qui a fait sa force, sont sans doute derrière eux pour la publicité. Ils en auront peut-être des nouvelles dans l'IA, etc. Mais à ce stade, ça reste un pari. Mais voilà, on peut considérer quand même que si reprise en Chine il y a, et ça finira par arriver, on devrait remonter au moins à 11 de PE, donc il y aura un rattrapage de la décote. Et en parallèle, ils ont quand même cette vache à lait de la publicité en ligne qui leur apporte quand même de l'argent, même si leur part s'érode. Donc voilà, on attend une croissance des bénéfices plus 2, plus 5% par an dans les prochaines années. Donc voilà, rattrapage de la décote plus croissance des bénéfices. Mécaniquement, il y a de l'argent à gagner. On a un consensus d'analystes qui suivent la boîte qui est plutôt acheteur. Il y a 33 analystes qui suivent Baidu sur le marché aujourd'hui. Il y en a 19 qui sont à l'achat, 16 en achat fort. Donc voilà, il y a sans doute un pari à jouer à court terme pour rattraper la décote. À titre personnel, je ne suis pas ultra fan du dossier, mais voilà, il y a quand même sans doute quelque chose à faire de ce côté-là. Et je laisse Tino nous dire ce qu'il en pense sur le plan graphique. Super intéressant. Donc, du coup, pour toi, c'est voilà, c'est pas l'affaire du siècle. Par contre, il y a une décote quand même qui est réelle. Ouais. Et donc, pour jouer cette décote-là, il y a un effet rattrapage. Ouais, ok. Ouais. Une décote qui sont plus marquées que ceux dont on va parler après. Donc, ok. Hop, ajouter à la scène. Baidu, alors voilà, bon, je montre bien sûr, comme nous sommes accompagnés de Hibou, c'est une vision long terme. Et donc, je montre les graphiques en mensuel. Et alors, c'est intéressant, graphiquement quand même, parce qu'on le voit, hein, on est posé là depuis, ça fait un petit moment, hein, ça fait quasiment un an. Ouais, ça fait bien un an qu'on est posé là sur un gros support mensuel, qui est le support, allez, entre les 75 et les 105 dollars, grosso modo. Hein. C'est un support qui avait fait ses preuves ici en 2022, qui avait également fait ses preuves ici en 2019, qui avait également été touché ici en 2015, mais également ici en voilà, 2013. Et on voit que voilà, il se passe un phénomène assez intéressant, qui est une réduction de volatilité, qui est une construction. Voilà, je zoome un petit peu. Et donc, tout ceci se fait effectivement. Alors, je n'ai pas tracé le petit support, on pourrait l'imaginer comme ceci, vous voyez. Je pense que nous sommes à l'aube sur Baidu d'un mouvement assez important. Mais il va falloir, pour le démontrer et pour avoir le signal, il va falloir évidemment casser tout ça. C'est-à-dire, moi, je pars du principe que si effectivement on arrive, si vous voyez que le cours commence à repasser au-dessus des 100, 105, je pense qu'on aura un véritable signal pour aller chercher, pourquoi pas les 156, voire plus si affinité. A contrario, c'est là aussi où il faut rester vigilant. Hein. Je pense évidemment que ce sera soutenu par la Chine et par les indices chinois. A contrario, effectivement, si on repasse sous les 70 dollars, là par contre, il faudra être beaucoup plus vigilant parce que le support suivant, il est à 31, 32, 33, voire un petit peu plus haut. Mais voilà, la zone, elle est un petit peu plus basse. Pour autant, comme toi, Marie, je suis assez curieux et assez attentif
sur ce dossier-là parce que je trouve que la configuration est assez belle et que effectivement le ratio gain-risque sur ce dossier-là peut être intéressant pour vous du rattrapage. Et voilà, hein, derrière, c'est un potentiel de ouais, peut-être 50%, un premier objectif. Voilà, si on arrive à repasser au-dessus, je pense qu'il y a un peu de momentum. Je pense que sincèrement, ça peut être un dossier qui peut jouer du rattrapage. Donc voilà, donc on se revoit un petit peu là pour le coup, encore une fois, sur analyse technique, analyse fondamentale, Marie. Top. Je te redonne la main. Allez, hop. Alors après Baidu, on passe au A des fameuses pattes. Hein. Alibaba, mon petit chouchou évidemment. Moi aussi. Alors, Alibaba, donc leader incontesté du e-commerce, des paiements en ligne et du cloud en Chine. C'est quand même beaucoup, hein, ils sont vraiment très forts. C'est intéressant parce que c'est la plus internationalisée sans doute des sociétés dont on va parler. En tout cas, c'est la seule à donner le détail de ses ventes à l'international. Donc, c'est a priori celle pour qui c'est le plus significatif. Mais c'est international, il faut savoir que c'est seulement 10% du chiffre d'affaires. Donc voilà, ça reste quand même des boîtes chinoises dont on parle. Et donc, Alibaba, le cœur de ses revenus, c'est le commerce électronique via ses plateformes chinoises tout d'abord, hein, qui sont Taobao et Tmall, qui sont les principales plateformes de commerce électronique en Chine, hein, qui génèrent des revenus avec des commissions sur les transactions, la publicité, des services à valeur ajoutée, et qui représentent donc 43% du chiffre d'affaires sur le dernier exercice, sachant qu'Alibaba clôture au 31 mars. Donc, quand je parle du dernier exercice, c'est celui qui s'est clôturé il y a presque un an maintenant. On n'a pas encore les chiffres pour cette année, on a les chiffres trimestriels, mais voilà, ça n'a pas changé fondamentalement. Et l'autre plateforme qui est plus connue chez nous, c'est AliExpress, qui représente seulement 10% du chiffre d'affaires. Et donc voilà. Donc, Alibaba est leader sur son marché, même si, là aussi, sa part a décliné un peu ces dernières années. Hein. Mais voilà, ils ont généré un volume de marchandises qui est le plus gros de Chine, et il représente en gros 50% du e-commerce chinois aujourd'hui. Donc voilà, des parts de marché qui s'érodent, mais qui sont quand même très conséquentes. Ensuite, autre segment sur lequel ils sont présents, ils sont d'ailleurs leaders, c'est le cloud. Et donc c'est quand même 10% de leur chiffre d'affaires, 36% du marché chinois, donc ils sont numéro 1, loin devant Huawei et Tencent, et très loin devant Baidu dont on parlait tout à l'heure. Donc excuse-moi, j'ai marqué 50% de part de marché, mais c'est 36. J'ai fait une petite coquille sur le slide pour le cloud. Okay. Ensuite, ils sont aussi présents sur le secteur des paiements via Alipay. Là encore, ils ont plus de la moitié du marché, leader. La logistique avec Cainiao, ils sont numéro 2, mais numéro 1 international pour la logistique chinoise, en concurrence avec JD Logistique, dont on va parler juste après. Et enfin, ils sont également présents sur les services locaux. Et notamment, il y a Ele.me qui est un service de livraison à domicile et qui est numéro 2 derrière Meituan, dont on va aussi parler tout à l'heure. Alors, si on regarde un peu l'évolution des ventes ces dernières années, on voit que depuis 3 ans, ça stagne. En 2024-2025, donc l'exercice qui se termine à la fin du mois de mars, on attend quand même une reprise de plus 6% des ventes. Et voilà, on voit que les années de croissance forte se sont interrompues depuis 4 ans, en gros. Hein. Mais on attend une progression du bénéfice par action de 7 à 15% par an dans les prochaines années. Si on regarde en termes de PE, aujourd'hui, on est à 14 fois, donc inférieur à l'historique. Donc, on peut attendre une éventuelle revalorisation du PER dans les années précédentes. Là encore, c'est un achat assez consensuel parce qu'on a 45 analystes qui suivent la valeur et il y en a 37 qui sont à l'achat, 30 en achat fort en fondamental. Donc, voilà, il y a un certain consensus sur le marché, mais effectivement, ça vient de grimper beaucoup et la Tino va nous en dire plus. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à attendre à court terme de croissance du cours sur Alibaba? Ben écoute, oui et non. Alors, hop, je vais ajouter mon graphe, voilà. Nous, alors, pour le coup, pourquoi on est aussi attaché, enfin, moi, je suis attaché aussi à Alibaba, parce que c'est vrai que lorsque je suis arrivé avec vous, je crois, tout début 2014, et c'était là, en fait, c'était mois de janvier, février. De 2024. 2024, oui, j'ai dit 2025, j'ai dit une bêtise, pardon. C'est que le temps passe vite, c'est pour ça. Donc du coup, ouais, et c'est vrai qu'on était très d'accord sur ce dossier, et il y avait des choses, tiens, ça ressemble d'ailleurs un petit peu quelque part à la config que l'on a sur Baidu, avec là aussi un consensus, c'est-à-dire une forte réduction de volatilité.
Et on avait dit qu'on passerait à l'achat au-dessus des 80 $. Et c'est ce qu'on a fait. Ouais, Et moi, à titre personnel, voilà, on a eu de la réussite aussi, hein, parce qu'il y a une belle part de réussite. Et là, pour le coup, à cette époque-là, si tu dis qu'on a un PER actuel à 14, je pense qu'on devait être à un PER de 7-8 à cette époque-là, ouais. peut-être. Donc voilà, là aussi, il y avait une décote forte sur ce titre-là. Et c'est vrai que eh bien, derrière, voilà, il y a une performance quand même à partir de cette date-là de pratiquement x2. Alors, à titre perso, j'en ai plus aujourd'hui, pas parce que je ne crois pas au dossier, mais parce que je pense que effectivement le mouvement court terme a été réalisé. Et voilà, je m'attends, j'espère, un repli. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas acheteur, au contraire, je suis toujours acheteur. Mais en revanche, je pense que pour en reprendre désormais, il faudrait une petite consolidation. Idéalement, alors c'est pas sûr qu'elle arrive, attention, hein, c'est pas de la prédiction, c'est impossible de prédire l'avenir, encore moins avec l'analyse technique. Mais idéalement, voilà, une petite consolidation, je dirais, sous les 120, 120 jusqu'à 105. Cette zone-là, voilà, pour reprendre et jouer quelque part un mouvement en deux temps, c'est-à-dire, voilà, premier mouvement ici de effet rattrapage, première respiration, on va dire, du titre, après une forte chute hein, quand même, parce que c'est un titre, il ne faut pas l'oublier, qui avait perdu entre les plus hauts et les plus bas, qui avait perdu 80%, plus de 80% de sa valeur. Donc j'espère quelque part jouer un repli avant d'attaquer une véritable tendance haussière, etc., etc. Voilà, grosso modo, ce que je joue, c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'ai beaucoup allégé. Alors, je n'ai pas tout vendu en haut, malheureusement. Hein, on ne vend jamais, malheureusement, tout en haut. Mais en tout cas, j'ai beaucoup allégé. Et j'en ai plus aujourd'hui, encore une fois. Et l'objectif, c'est si elle me donne l'opportunité de re-rentrer pour un achat long terme dans cette zone-là, je pense très sincèrement que je repasserai à l'achat. Voilà pour ma partie technique. Et le graphe est en retournement. Hein. Pour moi, on a vraiment un graphe qui est en train de donner des signaux très long terme très intéressants. Voilà, Marie. Top, merci. On passe à Tencent, je crois. Tencent, exactement. On termine les BAT. Hop. Allez, go. Alors Tencent, alors là, c'est un conglomérat technologique très diversifié. Ils font plein de choses. Et notamment WeChat, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, en gros, des réseaux sociaux par lesquels notamment ils font de la publicité en ligne, des jeux vidéo et des services financiers. Et également, ils sont présents sur le cloud. Alors, donc voilà, l'application populaire la plus connue, c'est WeChat, qui est une plateforme de messagerie multifonction utilisée par plus d'1 milliard de personnes. Je crois que c'est 98% des internautes chinois, donc c'est colossal comme taux de pénétration. Un autre service de messagerie instantanée qui s'appelle QQ, qui est un peu moins connu. Ils ont également développé des jeux vidéo à succès comme Honor of Kings et League of Legends. Et aussi, ils investissent dans des startups et des entreprises technologiques à travers le monde. Donc voilà, ils ont un portefeuille assez diversifié. Et ils sont également donc actifs dans l'intelligence artificielle, le cloud, les solutions pour entreprises, etc. Alors là encore, ils ne divulguent pas de chiffres précis sur leurs ventes hors de Chine. Mais voilà, on sait quand même que leur activité jeux vidéo se fait à 30% à l'international. Et également dans le cloud, ils sont un peu présents dans le reste de l'Asie. Mais ça reste là aussi une boîte qui est principalement quand même chinoise. Si on regarde un peu la répartition des ventes, donc les services à valeur ajoutée, ce sont les réseaux sociaux, avec donc le fameux WeChat, qui génère des revenus grâce aux services de musique, aux mini-jeux, au streaming, etc. Dans les services à valeur ajoutée qui reprennent donc 49% du chiffre d'affaires, on compte aussi les jeux domestiques et les jeux internationaux. Donc, jeux domestiques, on a Honor of Kings, on en a parlé, Peacekeeper Elite, qui sont très populaires en Chine. Et à l'international, on a League of Legends, Valorant, etc. Donc, tout ça, ça contribue à 49% du chiffre d'affaires de Tencent. Si on regarde un peu les parts de marché, Tencent, c'est le plus grand éditeur de vidéos au monde, avec 17% du marché mondial de jeux vidéo. Et en Chine, ils sont numéro 1 sur les jeux mobiles. Ensuite, autre part de leurs revenus, 17% du chiffre d'affaires, c'est la publicité en ligne. Et donc là, ils génèrent des revenus. Ils ne dominent pas. Ils génèrent des revenus importants grâce à la publicité sur leur plateforme, notamment WeChat, mais aussi les jeux vidéo. Ils utilisent aussi l'IA pour cibler leur publicité. Donc voilà, c'est un segment qui est en croissance, mais ils ne sont pas leaders. Mais ils ont une position importante parce que énorme base d'utilisateurs, on l'a vu avec WeChat, 98% du marché chinois, et également les jeux vidéo, etc. Et dernier contributeur au chiffre d'affaires, assez conséquent, 33% du chiffre d'affaires, c'est les services aux entreprises et les services financiers. Dans les services financiers, on a WeChat Pay, qui est une plateforme de paiement mobile largement utilisée en Chine.
Et donc, WeChat Pay occupe environ 37-38% du marché des paiements mobiles versus 55% pour Alipay. Donc, c'est le numéro 2 en Chine. Donc, voilà, position qui est très intéressante. Et sur le cloud, ils sont numéro 3 derrière Alibaba et Huawei. Donc, là encore, une bonne position. Donc, voilà pour la répartition de leurs ventes et leur position concurrentielle. Donc, on l'a vu, c'est très diversifié et avec des belles positions dans différents secteurs, un peu comme Alibaba d'ailleurs. Et si on regarde un peu les comptes de la société, chez Ibou, on aime bien toujours revenir au fondamental. On voit qu'on a quand même une forte croissance des ventes. Sur la dernière décennie, c'est 26% en moyenne. Et on attend encore 8% de croissance en 2024. Ils publient mercredi. Donc, on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais voilà ce qui est attendu. Là, le graphe va jusqu'en 2023. Et donc, voilà, on voit que la croissance continue en 2024, même si en Chine, c'est plus compliqué. On voit que leurs marges sont en tendanciel quand même. Il y a des évolutions en baisse ces dernières années, mais qu'elles ont commencé à se redresser. Pourquoi? Parce que concurrence accrue, on l'a vu, des nouveaux entrants, ByteDance, etc. Donc, ils ont investi davantage en marketing et en R&D pour se démarquer. Et également, ils font des gros investissements stratégiques dans l'IA, dans le cloud. Et donc, voilà, ça fait des défenses importantes en R&D et en infrastructure. Si on regarde un peu sur le plan de la valorisation, on voit que la droite de régression, qui est un peu courte, pour être vraiment significative, mais quand même, ça donne une idée. On voit qu'il y a une décote. Le consensus attend une croissance du bénéfice par action de 8-10% dans les prochaines années. On a un PE/20 qui est un peu en dessous de l'historique. Bref, on peut attendre une progression du cours en ligne avec celle des bénéfices, peut-être plus si un rattrapage de la petite décote actuelle. Et si on regarde le consensus des analystes qui suivent la valeur fondamentale, là encore, c'est assez unanime. Il y en a 51 qui suivent Tencent, 49 sur les 51 qui sont à l'achat et 40 à l'achat fort. Donc voilà, c'est assez consensuel sur le marché. Il y a un coup à jouer sur Tencent. Ok, donc en résumé, pour toi, intéressant, il n'y a pas forcément une grosse décote. Non. Mais il y a de la croissance attendue, en fait. Ouais. Écoute, ça correspond globalement à ce que je vais dire sur l'analyse technique aussi. Parfait. Ben oui, parfait. En plus, pour le coup, t'es témoin, on n'a pas travaillé avant, pour le coup. Non, On travaille jamais d'ailleurs, même avec Ibou, on travaille jamais, on se concerte jamais pour savoir. Comme ça, nos analyses sont les plus objectives possibles. Alors, voilà, Tencent, effectivement, bon, le graphe est canon. Le graphe est canon, c'est un beau graphe haussier quand même depuis 2009. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a un signal qui s'est déclenché ici, effectivement, au mois de février 2025. Donc voilà, mais je trouve que le ratio gain-risque, il n'est pas forcément hyper intéressant, quoi. Parce que je trouve qu'on est un peu au milieu. Si on fait un ratio de la baisse, par exemple, la baisse qu'on a eue entre 2021 et 2022, ben on voit qu'on est pratiquement, on va dire, on a pratiquement retracé, pas 2 tiers de la baisse, mais presque. Donc pour moi, voilà, le signal véritablement de la prise de position était là, voilà, pour moi. Donc un peu à l'image de Alibaba, si éventuellement il y a un repli supplémentaire pour jouer un nouveau départ, pourquoi pas. Donc éventuellement, si on revient dans cette zone-là, la zone des 51 jusqu'à 55 $, je pense que ça peut être intéressant. Là, à 68 $, je trouve que on est un peu élevé, quoi. Voilà. Voilà mon avis pour Tencent. Ok, intéressant. Voilà. Donc sur repli, achat sur repli à privilégier. On a quoi ensuite? JD.com. Ouais. Allez, go. Hop. Je te repasse la main. Alors, JD.com, donc entreprise chinoise, là encore, un leader dans le commerce électronique, le numéro 2 derrière Alibaba, en gros. Initialement, c'était une chaîne de magasins d'électronique et ils ont évolué pour devenir l'une des plus grandes plateformes de vente en ligne en Chine, avec une large gamme de produits électroniques, mode, produits alimentaires. On l'imagine pas forcément, mais il faut aussi des produits alimentaires et des articles ménagers. Et eux, ils ont un modèle de commerce direct, c'est-à-dire qu'ils détiennent et ils gèrent eux-mêmes leur stock, ce qui en garantit la qualité des produits et leur authenticité également. Et également, ils sont réputés pour leur réseau logistique, numéro 1 en Chine, on en parlait, juste devant Cainiao, avec des entrepôts automatisés et une chaîne d'approvisionnement très efficace qui permet des livraisons rapides et fiables.
Et donc, en plus de ces opérations en Chine, ils ont étendu leurs activités internationales, notamment en Asie du Sud-Est, mais la Chine, là encore, reste très majoritaire. Et donc, voilà, leurs grandes activités. Donc, le e-commerce, on a vu numéro 2 en Chine avec JD Retail, donc derrière Alibaba, mais quand même une part de marché très significative. La branche logistique, numéro 1 en Chine, JD Logistique. Et ils sont également présents sur la santé avec JD Health, qui est numéro 1 en Chine, ex-aequo avec Alibaba Health. Et donc là, c'est les services de santé en ligne avec des tests médicaux à domicile, les services de consultation en ligne, etc. JD Health a des revenus qui sont 2 fois supérieurs que Alibaba Health. Mais en revanche, en termes de part de marché, les deux entreprises sont assez proches. On peut considérer qu'ils sont premiers ex-aequo. Et également, ils exportent de nouveaux marchés avec la livraison de nourriture. C'est un segment qui est encore en développement. Et pour le coup, ils ne comptent pas vraiment. Ils sont en concurrence avec Meituan, dont on va parler tout à l'heure là encore, et Ele.me, qui est la filiale d'Alibaba, qui eux dominent le secteur. Donc voilà, ils sont pour le coup assez minoritaires sur ce segment, mais qui est quand même intéressant parce qu'en pleine croissance. Si on regarde un peu comment leur chiffre d'affaires se répartit, on a donc JD Retail qui est le principal, 83% du chiffre d'affaires en 2024. Et donc voilà, JD Retail, on l'a vu, la vente en ligne de tous ces produits. JD Health, dont on parlait. Également JD Industrials, qui se concentre plus sur les produits industriels et les solutions pour les entreprises. Et donc, cette partie JD Retail, 83% des ventes, mais également 87% des bénéfices. Donc, c'est vraiment majoritaire. Et les 13% restants, c'est JD Logistics, qui inclut donc les services de logistique dont on parlait. Et enfin, on a le segment New Business qui représente 2% du chiffre d'affaires, mais qui n'est pas encore bénéficiaire. Et si on regarde un peu maintenant l'historique des comptes de la société, là encore, très forte croissance des ventes, plus 30% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Il y a un ralentissement depuis 3 ans, mais ça continue à augmenter. Et en 2024, on n'a pas encore les chiffres sur la plateforme, mais ils ont quand même plus 7% publiés dans les ventes. Donc voilà, une croissance qui continue, une très forte génération de cash. Et on attend dans les années à venir une croissance du bénéfice de 5 à 15%. On a un PE qui est à 9 fois. Donc là encore, on peut attendre une progression du cours en ligne avec celle du bénéfice, peut-être un peu plus s'il y a un rattrapage de la décote. Et là encore, je vais vous parler des analystes qui suivent la valeur. Il y en a 38 qui la suivent, 34 qui sont à l'achat, 26 à l'achat fort. Donc là encore, c'est assez consensuel. Et sur le plan technique, je ne sais pas ce que tu en penses, Tino. Ouais, sur le plan technique, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hop. Donc, du coup, j'ajoute ceci à la scène. Voilà. Tu vois, on a la formation de quelque chose. Et là, pour le coup, c'est pas trop tard, je pense. Parce que, le ratio gain-risque, il est quand même assez important. Et on voit qu'en fait, si tu veux, nous étions dans une... Bon, le graphique est plutôt aussi, on va dire, sur du très long terme, hein, depuis 2014. On a eu effectivement cette hausse fulgurante jusqu'en 2021, une grosse chute. On a fait une réduction de la volatilité ici. On a cassé cette fameuse oblique ici en rouge. Et là, une fois qu'on a cassé, on est en train de construire la phase un petit peu, je dirais, numéro 3. Alors, c'est pas la théorie de Weinstein, mais en tout cas, c'est phase numéro 1, vous avez une baisse. Phase numéro 2, vous avez la construction, première construction. Phase numéro 3, entre guillemets, la cassure et une nouvelle construction. Et maintenant, on attend la phase numéro 4, c'est-à-dire la cassure de ce pattern intermédiaire. Et donc, je pense que si on arrive à s'extirper de tout ça, à repasser au-dessus des 44-45 $, on peut avoir véritablement un début de tendance. On peut avoir quelque chose qui se dessine à plus moyen terme, moyen-long terme même. Donc, ouais, le graphe est vraiment intéressant sur JD.com. Et je pense que c'est pour le coup, c'est pas trop tard et je pense qu'il faut avoir une attention toute particulière à cette configuration. Ouais. Voilà, Marie. Antasport. 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 On y va. Allez, c'est parti. Alors, Antasport, comme son nom l'indique, c'est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits sportifs. Donc, en gros, ils sont présents sur toute la chaîne. Et ils ont également diversifié leurs activités en acquérant des marques internationales comme Fila pour le marché chinois et en faisant des collaborations avec des entreprises étrangères. Ils ont une large gamme de produits, donc qui inclut des chaussures, des vêtements, des accessoires, différentes disciplines, basketball, running, tennis, fitness. Et si on regarde donc comment se répartit leur chiffre d'affaires, les chaussures, on est à 34%, les vêtements, 64%, pardon, et le reste, beaucoup plus minoritaire, donc c'est des équipements et accessoires de sport.
Là, ils sont moins dominants dans ce segment, hein, mais voilà, ils ont quand même diverses marques, donc ils maintiennent une présence. En termes de position concurrentielle, on aime bien ça chez Ibou, les leaders, et on parle que de leaders aujourd'hui, donc c'est top. C'est le leader des marques nationales de sport en Chine. Ils sont même devant Adidas en termes de part de marché. Au niveau mondial, c'est le plus grand équipementier en termes de revenus et le 3e en termes de volume de production, derrière Nike et Adidas. Notamment, on peut se demander, c'est un peu bizarre, comment ça se fait qu'ils soient numéro 1 en revenus et numéro 3 en volume. Et bien parce qu'ils ont une gestion optimisée de leur chaîne d'approvisionnement et donc ils peuvent générer plus de revenus par produit vendu, même si en volume, ils sont quand même plus petits que Nike ou Adidas. Ils commencent à s'implanter en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions, mais voilà, c'est des revenus internationaux qui sont encore négligeables par rapport à leur vente totale en Chine, un peu comme tous les acteurs dont on parle aujourd'hui. Si on regarde les comptes, l'historique des comptes, ils ont une croissance des ventes de 24% en moyenne sur les 10 dernières années. Pour un acteur qui est quand même assez établi, c'est très impressionnant, hein, et ça reste soutenu. Pour le coup, la récession n'est pas passée par eux, plus 12% encore. Là encore, on n'a pas encore sur le graphique, mais on a plus 12% de croissance du chiffre d'affaires en 2024. Forte génération de cash là aussi. Croissance des bénéfices attendue, forte toujours de 8 à 15% dans les 2-3 prochaines années. On a un PE qui est à 18 aujourd'hui par rapport à un historique qui est plutôt à 25. À 20, pardon. Donc, pas un PE qui est vraiment décoté, mais vu la croissance forte qui est toujours attendue, il y a sans doute quelque chose à jouer. Et voilà, là encore, le consensus d'analyse, il y en a 39 qui suivent la valeur, 37 à l'achat, 28 à l'achat fort. Donc là encore, on a un consensus sur cette nouvelle valeur et c'est toujours rassurant d'avoir ça. Est-ce qu'on a un consensus avec Tino maintenant? Oui, on a fait un oui. Le graphe est très intéressant. Le graphe est très intéressant puisque là, pour le coup, on a eu, bon, première explosion, hein, et puis ensuite, on a eu une grosse conso. Et là, on est sur une phase, tu vois, de stabilisation, quoi, dans une espèce d'iso descendant. Voilà. Donc, ça peut être potentiellement une figure de retournement. Il va falloir faire le plus dur reste à faire, c'est-à-dire casser cet oblique ici et repasser au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire repasser au-dessus des 14. Au-dessus des 14 dollars, parce que là, on vous montre que les cotations en dollars, hein, bien sûr, sur le marché américain, vous pouvez retrouver sur d'autres marchés, bien sûr. Et il peut y avoir des légères différences de graphiques très légères en fonction, bien sûr, des monnaies, etc. Mais globalement, voilà, sur ce graphique-là, au-dessus des 14 dollars, on peut avoir un signal de retournement. Donc, en fait, je dirais qu'on n'a pas encore un signal de retournement, c'est encore peut-être un peu tôt, mais par contre, là aussi, ça fait partie des graphiques sur lesquels il va falloir rester hyper attentif, à mon avis, ces prochaines semaines, ces prochains mois, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui arrive un peu au bout là, de cette figure. Donc, je pense qu'il va y avoir une décision qui va être prise sur ce dossier-là. On peut rarement rester dans ce range aussi court pendant des années, quoi, hein. Donc, a priori, il y a un moment donné où les acheteurs ou les vendeurs qui vont prendre la main sur ce dossier-là. Donc, voilà. Donc, hyper intéressant là aussi, Intersport à suivre de très près. Ouais. Meituan, c'est ça? Ouais. Allez, hop, je te redonne la main. Hop. Alors, Meituan, encore un acteur e-commerce. Meituan, ils étaient initialement spécialisés dans les réductions de groupes, un peu comme Groupon chez nous, ou Pindu Audio, dont on pourra parler juste après. Et en fait, ils se sont rapidement diversifiés pour faire de la livraison de nourriture, des réservations de restaurants, des services de voyage et de divertissement. Et ils ont fusionné en 2015 avec Ganping, une plateforme un peu similaire. Ils ont ainsi consolidé leur position sur le marché. Là encore, acteur principalement chinois, même s'ils commencent à s'étendre à Hong Kong et en Arabie Saoudite. Alors, la livraison de nourriture, qui est donc leur première grande activité, qui représente environ 30% de leurs ventes, ils ont une part de marché de 69%, donc c'est assez colossal. Loin devant leurs concurrents directs, et notamment Ele.me, donc la filiale d'Alibaba dont on parlait tout à l'heure. On n'a pas la répartition du chiffre d'affaires pour les autres activités, mais par ordre d'importance, en gros, ensuite, c'est la réservation d'hôtels et de voyages. C'est un acteur majeur dans les réservations d'hôtels en Chine. Alors, en termes de nuits d'hôtels réservés, ils ont dépassé Ctrip, l'autre grand acteur en termes de nuits d'hôtels réservés, mais Ctrip reste leader sur l'ensemble des services de voyage, et notamment les billets d'avion et les voyages internationaux. Donc, ils sont numéro 1 sur la réservation d'hôtels, numéro 2 sans doute sur les réservations d'hôtels et de voyages en gros, et troisième grande activité par ordre d'importance, excusez-moi. Ils sont dans les leaders, c'est un marché encore en développement, donc on n'a pas vraiment de part de marché définie, sur l'Insta Shopping,
avec 300 millions, 400 millions d'utilisateurs actifs. Et également, ils vendent aussi, mais c'est moins significatif, des billets de cinéma et ils ont d'autres services de loisirs, des services B2B, etc. Maintenant, si on regarde concrètement comment est-ce qu'ils gagnent leur argent, eh bien, ce n'est pas le bon graphe. Alors, désolé, je vais vous le dire par oral. J'ai un problème de camembert. Le corps local commerce, c'est 74% de leur chiffre d'affaires et 100% de leurs bénéfices. Donc, c'est vraiment là qu'ils gagnent de l'argent. Et le corps local commerce, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la livraison de nourriture dont on parlait, qui représente à peu près 30% du chiffre d'affaires total. Les frais de marketing en ligne à hauteur de 14%. Pardon, si c'était bon. Les frais de marketing en ligne qui sont donc en noir à hauteur de 14%. Qui sont payés par des commerçants pour promouvoir leurs produits sur la plateforme et d'autres services à hauteur de 2%. Ils ont également, dans le chiffre d'affaires, des new initiatives. Donc, on avait 74% de chiffre d'affaires et 100% de bénéfices. C'est donc les trois catégories dont on vient de parler, à hauteur de 74% des ventes. Et le reste, les 26% restants, vous le voyez en gris clair sur le graphique, ce sont les new initiatives qui sont encore en perte, mais des pertes qui se réduisent. Et on peut citer notamment des services de distribution B2B, des achats en groupe communautaire qui étaient leur corps de métier initial avec Meituan Select et d'autres services innovants. Donc, c'est des initiatives qui sont en phase de développement, qui ne gagnent pas d'argent, mais qui sont considérées comme assez cruciales pour assurer leur croissance future, tout autant que leur expansion géographique, donc au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, même si c'est encore, on peut dire, embryonnaire. Si on regarde maintenant les comptes de la société, on a moins d'historique que pour les autres valeurs, parce que c'est une valeur qui est relativement plus récente. On voit bien sûr une très forte croissance. Il commence, si on regarde un peu plus dans le détail, il commence tout juste, c'est tout récent, à dégager des profits. Là encore, on a une forte génération de cash et des anticipations de croissance du consensus pour les prochaines années qui sont très fortes. En termes de valo, on est à 17 fois les bénéfices attendus en 2025, 15 fois 2026, 10 fois 2027. Donc, niveau qui n'est pas bas, mais en même temps, c'est adossé à une croissance du bénéfice de 20 à 40% attendue dans les prochaines années. Donc, si on a une progression du cours, ne serait-ce qu'en ligne avec celle des bénéfices, ça reste raisonnable. Et même s'il y a un petit réajustement à la baisse du PE, voilà, ça laisse quand même une grosse marge de progression. Et là encore, les analyses sont assez unanimes. Il y en a 41 qui suivent la valeur, 39 à l'achat, dont 30 à l'achat fort. Maintenant, sur le plan technique, je suis très curieuse de savoir ce que tu en penses, Tino. Là aussi, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que en fait, c'est pas cadeau, mais il y a des espoirs. En gros, si je résume de manière très très synthétique ce que tu as dit, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un graphique qui avait beaucoup chuté là, comme beaucoup de valeurs chinoises de toute façon, de 2021 à 2022. On s'est extirpé. Donc là, on est un peu comme sur JD.com ou JD.com, on est dans cette phase-là. Typiquement, mais là on est sur la phase d'après, c'est-à-dire qu'on a cassé, on a refait une petite consolidation, on est venu s'appuyer sur une très belle zone, la zone des 32 à 35 $, et là on est en passe de donner un nouveau signal acheteur. Donc franchement c'est pas mal aussi, c'est vraiment pas mal. Pour moi on a presque un signal d'achat là, on a presque un signal d'achat sur cette valeur là. Donc, ouais, il fait partie des graphes, là, pour le coup, assure de très, très près ces prochaines semaines, ces prochaines semaines, là, carrément, je dirais. Donc, encore une fois, il faut que la Chine continue sa progression, etc., bien sûr, que les flux restent toujours là. Mais clairement, on a quelque chose d'hyper intéressant qui est en train de se produire. Et puis le ratio gain-risque, là aussi, il est assez intéressant. Alors, je ne dis pas qu'on va revenir sur les plus hauts demain matin, mais en tout cas, voilà, revenir dans un premier temps aux alentours des 57 $, ça me semble être quelque chose d'envisageable potentiellement sur cette valeur-là. Voilà. On passe à une très connue également, PDD. Ouais, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, PDD. Connu sous le nom de Pindu Audio, c'est beaucoup plus mignon comme nom. Donc, entreprise technologique chinoise, là encore, spécialisée dans le commerce électronique. Et en fait, ils proposent une plateforme de vente en ligne qui combine des éléments de jeux sociaux et de commerce de groupe. En gros, la plateforme encourage les utilisateurs, là encore, à faire leurs achats en groupe en proposant des prix plus bas pour des produits achetés collectivement. Et ça a rapidement gagné en popularité, particulièrement dans les régions rurales de la Chine. Et l'autre avantage, c'est qu'ils sont intégrés à WeChat, l'application de Tencent, rappelez-vous, très populaire en Chine. Ça facilite les transactions sociales et ça permet une diffusion plus large des produits. Et donc,
Si on résume, pour le coup, ils sont mono-activité là-dessus, hein, mais les vêtements et accessoires, c'est 20-25% de leur vente. Électronique, produits ménagers, 25-30%. Produits frais et agricoles, 15-20%. Fitness, bien-être, 5-10%. Produits pour la maison, 10-15%. Donc, en gros, ils font à peu près tout. Là encore, un acteur principalement chinois, mais ils se sont lancés il y a 2 ans et demi à l'international avec Temu. On a tous reçu ces publicités-là Oui, gros involontairement. consommateur. Je suis un gros consommateur. Ah bah, écoute, voilà. Non, effectivement, bon, déjà, on est flagué de partout et ils sont lancés donc, sur le marché américain, nord-américain pardon, d'abord, puis en Europe. Et ils offrent une très large gamme de produits qui va de la mode à l'électronique en passant par les articles ménagers, les produits de beauté, avec des prix extrêmement bas parce qu'ils ont des relations en direct avec les fabricants et les fournisseurs en Chine. Et donc, ça leur permet de proposer des prix inférieurs à ceux de leurs nombreux concurrents locaux, notamment AliExpress et internationaux, sachant qu'ils sont nouveaux entrants sur un marché qui est déjà bien occupé. Et du coup, ils ont dû se lancer dans des campagnes de marketing très agressives, avec des caractéristiques assez concurrentielles comme le retour gratuit et un service client complet pour renforcer la confiance des consommateurs. Tu as testé, Tino, donc tu peux nous dire, mais C'est tu as l'air... incroyable. Honnêtement, Temu, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. L'agressivité commerciale qu'ils ont, les moyens qu'ils mettent. Et puis, je trouve que. Et après, pardon, je fais juste parenthèse, mais je trouve que même la qualité des produits est assez bluffante parfois. Donc Ouais. là où parfois sur AliExpress, j'ai été déçu, sur Temu, honnêtement, je le suis beaucoup moins souvent. Ouais. Ah, ok, ouais, intéressant. Très fort. Ouais, très fort, très agressif. Très Et donc, sur le e-commerce, en termes de volume total brut de vente, ils sont numéro 2 en Chine, mais ils ont un chiffre d'affaires qui est 4 fois inférieur au Alibaba et JD.com parce que voilà, ils vendent à beaucoup plus bas prix. Si on regarde un peu comment ils gagnent leur argent, c'est assez simple. 85% de leurs revenus totaux, ce sont les services marketing en ligne et le reste, ce sont les frais de transaction de leurs commerçants, en fait. Ils ont une base de plus de 14 millions de commerçants actifs. Donc voilà, c'est assez colossal. Et si on regarde un peu leurs comptes et leur valorisation, alors pareil, on a moins d'historique de comptes. Mais voilà, on voit qu'il y a une très forte croissance là aussi, encore plus rapide que celle de Meituan. Si on regarde, ils dégagent des profits depuis seulement 3 ans. Forte génération de cash là aussi, anticipation de croissance là aussi, je me répète pour les prochaines années qui sont très fortes également. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un PER qui est beaucoup plus raisonnable qu'un Meituan. On est à 9 fois les bénéfices attendus en 2025, 7 fois 2026, exactement, miam miam, comme dirait Tino. Et en contrepartie, il y a une croissance du bénéfice par action qui est attendue, qui est moins impressionnante, mais tout de même très élevée. On a 15 à 20% attendus dans les 2-3 prochaines années. Voilà, on peut attendre une progression du cours en ligne avec celle des bénéfices, voire au-delà s'il y a un réajustement à la hausse du PER. Et encore, les analyses sont assez consensuelles. Il y en a 42 qui suivent la valeur, 34 à l'achat, 29 à l'achat fort. Voilà pour PDD. Superbe, superbe. Effectivement, on a le graphique est canon aussi. Faut le dire, le graphique est vraiment canon. On a une belle tendance haussière. On a une forte envolée des cours ici entre 2019 et 2021, bien sûr. Forte correction également. Et là, on est dans une grosse phase de digestion. On a bien construit, on a bien travaillé ici un support oblique très très propre. Et là, on est en train, voilà, petit à petit, on voit, ça fait 4 mois qu'on a de belles bougies bleues ouvertes, ça dépend de la couleur que vous préférez sur le graphique, mais en tout cas, on a des bougies acheteuses qui sont en train d'apparaître, effectivement. Donc, je trouve que le graphe est vraiment intéressant. Il y a vraiment quelque chose à faire sur PDD, sur ce niveau de prix-là. Les objectifs, maintenant, je dirais, allez, objectif raisonnable, entre guillemets, les 150, grosso modo, et après, l'objectif, c'est d'aller chercher les tops, d'aller chercher au-delà des 200. Donc voilà, il y a vraiment un graphique, je trouve, qui est intéressant également à exploiter. Pour jouer la Chine, là, typiquement, je vois pas comment, sauf évidemment, mais je vois pas comment les indices chinois et la Chine pourraient progresser sans ce genre de valeur, quoi. C'est un peu obligatoire, quoi. Donc voilà. Pour les bonus, si tu veux dire un mot sur les bonus, Marie, tu m'arrêtes, tu le sais. Non, je vais être toute oui. Il y a NIO. C'est des graphiques que les gens sur Twitter et les réseaux sociaux m'ont demandé. Donc il y a NIO. Alors le NIO, je crois que c'est pas fondamentalement, c'est pas
C'est pas le top du top. Par contre, graphiquement, c'est canon. Enfin, c'est canon. Il y a quelque chose qu'il va falloir surveiller, puisqu'on a une forte congestion là des cours. Donc, ouais, il y aura peut-être quelque chose au-dessus des 6 dollars à regarder, notamment si on arrive à repasser au-dessus de cette oblique. Donc, à suivre de près. À contrario, toujours, je vous donne une invalidation. À contrario, si on repasse sous les 3 dollars, là, par contre, il faudra faire un petit peu plus attention. Donc, NIO, c'est constructeur chinois de véhicules électriques premium, concurrent de Tesla en Chine, spécialisé dans le swapping de batteries. Dans le même secteur, entre guillemets, ou presque, vous avez bien sûr Li Auto. Donc, Li Auto, hop. Est-ce que j'ai le graphe? Oui. Donc, Li Auto, qui est en revanche plutôt dans le même secteur, fabricant chinois de véhicules électriques hybrides, axé sur les SUV haut de gamme. Là, on a un graphique un peu différent de ce qu'on a vu depuis le début. On a plutôt un graphique en range, vous voyez. Et on est sur le bas de range et on est dans la construction sur la partie inférieure du bas de range. Donc, l'objectif pour moi, ce serait de repasser déjà au-dessus des 32-33 dollars pour ensuite essayer de retrouver les 45. Donc, il y a du potentiel aussi sur ce genre de graphe. C'est assez intéressant. Donc, voilà. Je ne sais pas si Marie, tu me coupes si tu veux dire un mot sur ces deux points. En fondamental, je regardais très rapidement, mais la qualité est un peu meilleure que sur le précédent. Et les analyses sont un peu plus. Le précédent, les analyses sont très mitigées, et là, ils sont assez acheteurs. Donc voilà, il faudrait creuser le fondamental, mais ça fera l'objet de la deuxième vidéo, si on est motivé. Xpeng. Xpeng, donc alors voilà, on est sur un graphique qui est déjà, si vous voulez, ça ressemble beaucoup d'ailleurs au graphique de NIO, mais là on est sur un graphique qui est déjà en train de se retourner. Donc Xpeng, constructeur chinois de véhicules électriques aussi intelligents, mettant l'accent sur l'autonomie et la technologie. Donc regardez ce que j'évoquais, souvent les réductions de volatilité comme ça, on a eu le signal ici au-dessus des 11 dollars. La nouvelle construction ici, nouveau signal au-dessus des 16 dollars. Et là, voilà, on a quelque chose de très intéressant qui est en train de se mettre en place. Peut-être achat sur repli pour tenter d'éventuelles choses. Donc, vous avez un repli entre les 15 et les 17 dollars qui peut être aussi assez intéressant à exploiter. Alors après, il y a des valeurs que je connaissais beaucoup moins. Voilà, vous avez du NetEase. NetEase, alors le graphe est canon, par contre, NetEase, donc géant du jeu vidéo et des services en ligne en Chine, rival donc de Tencent, avec des jeux comme Fantasy Westward Journey, je ne connaissais pas, ça doit être très connu, j'imagine. Donc voilà, le graphe est canon, là aussi, très très belle tendance haussière. On a un pattern de continuation qui est en train de se construire. Donc, il va falloir surveiller éventuellement une cassure et éventuellement le passage au-dessus des 110, 111 dollars pour pouvoir aller rechercher, pourquoi pas, les 135. Voilà. Sur repli, ceux qui préfèrent acheter sur repli que sur momentum, vous aurez peut-être un repli à acheter ou à exploiter, on va dire, entre les 75 et les 80 dollars sur le bas de cette oblique, là, à proximité de cette oblique haussière en pointillé. Donc, ça peut être assez intéressant. Vous avez également du Bilibili. Voilà. Donc, plateforme chinoise de streaming vidéo et contenu animé très populaire chez les jeunes. Voilà, hyper intéressant. Donc, le graphe, par contre, est assez canon. Là, on est un petit peu en retard, pour le coup, sur Bilibili. Donc, on est sur la phase 2, c'est-à-dire la construction. On a une forte chute et on est sur la fabrication du range. Le signal potentiel de retournement, ce sera une clôture mensuelle au-dessus des 32 dollars, grosso modo. Hein. Donc, si le graphe arrive à s'extirper au-dessus et si on arrive à bien construire là-dedans, vous aurez peut-être un signal pour tenter un retournement qui sera assez intéressant à jouer. Vous avez du trip.com, il est ici. Donc là, le graphe a déjà explosé. Leader chinois des services de voyage en ligne, similaire à Booking et à Expedia. Ouais, on en a parlé. On en a parlé. Voilà, là aussi, par contre, on a un graphe qui a déjà beaucoup avancé. Donc là, pour le coup, je suis pas techniquement sur un point d'achat, clairement. Le point d'achat, pour moi, il était plutôt dans la construction ici, la réduction de volatilité. Donc là, voilà, en termes de ratio gain-risque, je suis un peu moins convaincu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à monter, c'est juste que je trouve que le ratio gain-risque est un petit peu moins important. Vous avez du VipShop. Alors, je ne connaissais pas. VipShop. Voilà, VipShop Holding. Et là, le graphe est canon. Voilà, site chinois e-commerce spécialisé dans les ventes privées et les déstockages. Là aussi, regardez, hein, on a quelque chose qui est en train de se passer avec une
belle réduction de volatilité et on a pour le coup peut-être un petit signal qui est en train de se matérialiser. Pour moi, on pourra commencer à parler de mieux au-dessus des 18 $ grosso modo. Hyper intéressant. Ensuite, on a une plateforme immobilière en ligne en Chine spécialisée dans la transaction et la location de biens. C'est KE Holding. Et là, on a quelque chose qui est en train de se passer sur ce titre-là. On a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. On a une très forte chute, une très longue et très très belle construction, très grosse réduction de volatilité ici, belle bougie ici en septembre, petite consolidation de la bougie, là aussi avec une forte réduction de volatilité. Et là, on est en train d'essayer de redonner un nouveau signal. Donc, à suivre de très près, potentiellement, signal au-dessus des 26 $. Donc, ouais, graphe très intéressant. Et enfin, un titre qui nous a été également demandé, c'est ZTO Express, qui est un des principaux acteurs de la logistique et de la livraison express en Chine, concurrent de SF Express et de JD Logistique. Donc, c'est ZTO Express, elle doit être ici, si je ne me trompe pas. Et là, voilà, on a un graphique, là aussi très intéressant qu'il va falloir suivre, puisqu'on a eu une forte hausse. Et là, on est pour moi sur un gros pattern de consolidation qui dure depuis 5 ans. Donc, qui dit gros pattern de consolidation, dit derrière, si on prend une nouvelle direction, probablement une nouvelle grande et longue direction. Donc, il va falloir suivre. On n'est pas arrivé totalement au bout, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Les signaux potentiels à suivre, c'est potentiellement au-dessus des 21-25 et potentiellement, voilà, si on arrive à s'extirper, repasser cette fois-ci et valider le passage au-dessus de la résistance oblique et construire au-dessus, là, on aura pour moi quelque chose qui sera en train de se matérialiser d'hyper intéressant. Donc voilà, si tu veux dire un mot sur ces valeurs, tu connaissais, Marie, ces valeurs-là, toi, ou tu les as étudiées récemment? On ne les a pas étudiées, j'ai regardé très rapidement pendant que tu parlais. ZTO notamment, le constitué très acheteur, NetEase aussi. Et en fondamental, elles ont l'air bien gérées. Donc, ça peut être des points intéressants. Et j'avoue que les autres, j'ai regardé au fil de l'eau, mais il faudrait qu'on revienne dessus. Mais ouais, NetEase et ZTO, j'ai vu que c'était... a priori, ça a l'air très bien. Bien sûr, il faudrait creuser le dossier un peu plus pour avoir une opinion. C'est super, ça va nous donner du travail, ça, pour les prochains lives. Exactement. On arrive au terme de cette émission qui est passée très très vite. On a fait plus d'1 heure, mais c'est passé extrêmement vite, comme toujours en ta compagnie, Marie. De toute façon, ça passe toujours extrêmement vite. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, pour ton apport et pour voilà, tout le travail que tu as fourni pour la construction de cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin. Allez, la politesse est de te laisser le mot de la fin, Marie. Non, merci Tino, j'étais ravie d'être là aujourd'hui. C'était l'occasion de découvrir des très beaux dossiers au cours de ces échanges, donc trop bien. Et voilà, à bientôt. Des graphiques intéressants à exploiter, oui. À bientôt, Marie, et bien, bonjour à toute l'équipe Ibou, bien sûr. À bientôt, salut. Salut.